vidéo très particulière abordée sur ma chaîne, c'est du lourd, on se retrouve juste après les quelques extraits. Qu'est-ce qui se passe? On signale une énorme panne de courant. Toute la côte est des États-Unis est privée d'électricité. Nous n'avons pour l'instant aucune information sur les causes de cette panne, mais les autorités font mention de rumeurs concernant une cyberattaque. On nous signale que la panne a aussi atteint le Texas. Il semble qu'il se produit un effet domino. Regardez ça, j'ai jamais vu le courant se comporter comme ça. La vache, c'est flippant. Filme avec ton téléphone. C'est pas vrai. Les lumières se sont éteintes, en plein milieu du cours de sciences, et tout le monde est terrifié. Y a plus de courant. C'est bizarre, quand il y a une panne dans la journée, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'il fait jour dehors. Mais il n'y a plus d'électricité et c'est la panique. On ne sait pas quoi faire. J'habite au 11e étage, je n'ai plus d'électricité. Je n'ai plus d'eau parce que la pompe électrique ne fonctionne plus. Il n'y a plus le métro. Je ne peux plus rien acheter avec ma carte bleue et je n'ai plus d'argent liquide. J'ai faim, je veux manger et il n'y a pas un endroit où utiliser la carte bancaire. Des millions d'Américains et de Canadiens sont toujours privés d'électricité après la plus grande panne qu'ait connue la côte est des deux pays qui se renvoient la responsabilité de cette gigantesque coupure. Devant les bouches de métro fermées, ils attendent tout de même. Sous terre, dans le noir et la chaleur, c'est la panique. Aucune information n'est diffusée, le ton monte. En une demi-heure, tel un château de cartes, tout le réseau électrique du nord-est des États-Unis s'effondre, en cascade. 50 millions d'Américains et de Canadiens sont dans le noir, 7 centrales nucléaires sont mises hors circuit par sécurité. Depuis jeudi soir, le pays traverse la pire panne d'électricité de son histoire récente. Le gouvernement et l'opposition s'accusent mutuellement d'être à l'origine de la crise. Une enquête pour sabotage a été ouverte par les autorités du pays. Je lis régulièrement des questions ou messages disant de façon générale « Si vous n'avez plus d'électricité, qu'est-ce que vous allez faire avec vos bitcoins ?» C'est le genre de choses que nous avons tendance à balayer d'un revers de la main, mais il s'agit en réalité d'une question bien présente. Pour la traiter, nous allons prendre 3 cas de figure liés directement à l'approvisionnement énergique, voir les risques encourus pour les crypto-monnaies et l'impact dans notre société par la même occasion. Je vais également répondre à des questions telles que est-ce que c'est possible d'avoir une panne d'électricité mondiale? Si oui, quelles sont les différentes possibilités? Que se passerait-il en cas de coupure d'électricité à l'échelle mondiale? Dans ce cas, quel impact cela aurait-il sur la blockchain? Après combien de jours de panne, les dégâts seraient irréparables? Quel impact cela pourrait avoir dans notre société? Même si ce genre de questions ne vous intéresse pas, restez avec moi jusqu'au bout, vous allez être surpris. Je vais sur la base de mes recherches et de mes connaissances vous répondre le plus objectivement possible. Sachez que pour ne pas vous perdre en cours de route, je vais uniquement aller à l'essentiel car je pourrai développer certains paragraphes pendant des heures. Les personnes qui ont des connaissances ou des compétences dans ce domaine vont directement comprendre où je veux en venir et à l'inverse, les personnes qui n'ont pas de connaissances du tout vont devoir faire des recherches pour ne fût-ce que comprendre la surface de mes propos. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas activé les pubs, mais il est possible, je ne le sais pas encore, mais je pense que ça va être le cas, que YouTube les active automatiquement car j'ai inséré quelques extraits au montage dans cette vidéo. Et du coup, comme ces vidéos ne m'appartiennent pas, les pubs sont activées automatiquement et l'argent récolté repart au propriétaire de ces contenus. Tout cela indépendamment de ma volonté, mais voilà, ça reste exceptionnel, j'en suis conscient, je voulais vraiment vous sensibiliser avec ces quelques extraits et je voulais surtout vous le préciser, car d'un côté je vous dis elles sont désactivées et puis vous tombez sur une vidéo avec des pubs activées, tiens qu'est-ce qu'il fait finalement, il les active et les désactive. Voilà, je voulais le préciser en tout cas, merci pour tous vos nombreux likes et commentaires que vous me laissez régulièrement. Comme d'habitude, attendez la fin de cette vidéo pour savoir s'il vous a plu et si c'est le cas, laissez-moi un petit like car je vais en avoir besoin cette fois-ci vu le thème abordé. Commençons avec la panne électrique au niveau d'un pays. Vous vous réveillez un matin, c'est le blackout. S'il est tôt et qu'il fait encore nuit, vous êtes en mode Indiana Jones avec la torche de votre téléphone portable au lieu de parcourir votre maison avec une bougie dans la main. Quelles peuvent être les sources principales d'une panne électrique au niveau national? En hiver, il peut s'agir d'une surcharge du réseau ayant connu un pic de consommation ou une rupture de ligne causant un délestage en cascade sur tout ou une partie d'un réseau. Ce phénomène est courant, il pose des problèmes de resynchronisation pouvant durer plusieurs heures afin d'alimenter à nouveau les lignes.
Sachez que des pannes de courant de grandes envergures sont déjà arrivées dans le passé, notamment aux États-Unis. Je vais vous insérer quelques liens en description. D'ailleurs, voici quelques tristes exemples de ce qu'il pourrait se passer dans le cas d'une panne de courant à l'échelle nationale ou voire internationale. Alors, je vais prendre les États-Unis comme exemple avec l'arrestation de 4000 personnes suite à des pillages et des émeutes. Vous avez plusieurs dates importantes citées, en 65 les États-Unis, en 77 encore les États-Unis, en 78 la France et le Japon en 87, le Canada en 89. Alors le 13 mars 1989, un fort vent solaire vient perturber brusquement le champ magnétique. Donc ça, je vais en parler de ce fameux champ magnétique plus loin dans la vidéo. Plus bas, nous avons à nouveau la France en 99, deux tempêtes exceptionnelles par leur intensité frappent de plein fouet l'Europe, en particulier la France, où pas moins de 3,6 millions de personnes se retrouvent sans courant. Paris échappe de peu au blackout grâce aux équipes d'EDF, etc. En 2003, Amérique du Nord, Europe et l'Afrique du Nord également. Le Luxembourg en 2004. Sachez que Luxembourg ne produit que 40% de ses besoins et n'est alimenté que par la Belgique et l'Allemagne. Le réseau est donc fragile par l'absence de connexion avec la France. La Suisse en 2005, en 2006, l'Europe, les États-Unis en 2008, c'était quand même là 600 000 foyers et entreprises qui ont été privés de courant à la suite d'une tempête cyclonique. En 2011, le Japon, en 2012, l'Inde, Tunisie, en 2014, le Sénégal, également en 2014, en 2019, donc plus récemment, on a eu l'Argentine, Paraguay et Uruguay. Et dernièrement, en septembre 2019, une coupure de courant a touché l'ensemble de l'île de Tenerife. Donc cette coupure de courant a touché près d'1 million de personnes et mis en place des dizaines de services d'urgence dont la plupart étaient bloqués dans des ascenseurs. Donc ça doit vraiment être désagréable de prendre l'ascenseur et de vous retrouver bloqué pendant une durée indéterminée. Prenez le temps de faire des recherches, de consulter également les articles que je vous ai insérés en description. C'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé et il manque, je pense, une certaine prise de conscience par rapport à cela. Alors, de nos jours, les transformateurs peuvent être amorcés à distance. Cela permet d'éviter l'envoi d'une équipe sur le site pour effectuer ce travail, dans la majorité des cas, sauf si des réparations s'imposent. Dans le cas des réseaux de paiement, les nœuds nationaux touchés sont simplement hors ligne, sous réserve que le centre de données dans lequel les serveurs sont hébergés ne soit pas équipé avec des groupes électrogènes. Quoi qu'il en soit, le retour de l'électricité permet une resynchronisation des nœuds qui reprennent ensuite leurs tâches. Pour ne pas m'étendre, vous savez tous que quelques heures sans électricité c'est embêtant, mais aucun risque ne découle d'une telle situation hormis redécouvrir l'envie d'ouvrir un livre ou de jouer avec vos enfants à un jeu de société avec des bougies sur la table. D'ailleurs, je vous invite à le faire au moins une fois par mois, vous éteignez tout chez vous, vous vous coupez mais vraiment de tout, vous déconnectez, vous allumez des bougies et vous faites un bon Monopoly avec vos enfants, un Scrabble, enfin peu importe, un Puissance 4, un Stratego, enfin les jeux que vous aimez et vous jouez à ça, que ce soit avec vos enfants, avec la personne que vous aimez, c'est juste énorme. C'est vraiment une journée, je pense, à faire au moins une fois par mois, ça va vraiment vous donner beaucoup en retour. Allez, je ferme la parenthèse et je continue. Dans la catégorie guerre informatique, je dois aussi vous sensibiliser à l'attaque contre les cyberinfrastructures d'un pays, soit par la voie d'une attaque ciblée contre un ensemble de systèmes spécifiques ou contre certains réseaux. Si vous avez suivi le fait que les postes de transformation et disjoncteurs peuvent être réamorcés à distance, l'inverse est également possible, ce qui rendrait la paralysie d'un pays beaucoup plus longue. Toujours dans la catégorie des risques humains, certaines bougies ont spécialement été conçues pour déployer une puissante vague électromagnétique très courte mais extrêmement dévastatrice. Je vous invite du coup à vous renseigner sur ce type de bombes, elles sont bien réelles, croyez-moi. Normalement, il n'y a pas de dispositif capable d'impacter un pays entier, puisque plus le pays est grand, plus l'engin doit l'être également. Sachant qu'il s'agit souvent d'une charge nucléaire améliorée, il y a des limitations à la puissance de l'alarme. Cependant, les dégâts n'ont plus rien à voir avec une simple coupure de courant. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle des impulsions électromagnétiques dans ma deuxième partie. C'est très intéressant, restez avec moi. L'impulsion électromagnétique induit un champ qui détruit la plupart des composants électroniques au moment de l'onde. Certaines installations sensibles telles que des sites militaires ou laboratoires de recherche sont protégées par des dispositifs de protection, des IEM. Mais cela s'avère coûteux à mettre en place, il s'agit d'une cage de Faraday avec divers filtres contrôlant les entrées et sorties des systèmes et réseaux.
Normalement, je dis bien normalement, sous condition que nos dirigeants ont encore quelques neurones qui se connectent, personne ne va chercher à faire exploser une bombe nucléaire spécialement conçue pour déployer une onde EMP au-dessus de nos têtes. Mais sachez que le risque est bien présent en cas de conflit futur, car il est plus facile de sanctionner une société évoluée en lui retirant toute sa technologie d'un coup plutôt qu'en envoyant des masses de chars et d'hommes. À savoir qu'il s'agit principalement d'une explosion en haute atmosphère, donc il n'y a pas d'effet de souffle ni de chaleur, mais uniquement une IEM associée à quelques rayons gamma pour le bronzage plus d'éventuelles retombées. Dans ce cas de figure, les nœuds de réseau, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., tous en réalité sont juste détruits au-dessus de la zone ciblée. Aucune donnée ne serait récupérable, les fichiers seront corrompus dans le meilleur des cas. Heureusement, c'est tout l'intérêt des réseaux décentralisés, les nœuds disposés partout sur la planète permettent d'assurer une continuité de protection des fonds et des services partout dans le monde sans interruption de service. Cependant, il est difficile d'aller échanger un peu de Bitcoin contre une boîte de Revoli si vous n'avez pas de moyens de communication pour accéder au portefeuille. C'est à ce moment de la vidéo que les survivalistes ont le sourire avec leur stock alimentaire et les pièces d'or cachées à 2 mètres de profondeur dans leur jardin. Arrêtez, je vous entends rigoler, je sais que certains d'entre vous aiment me suivre car être survivaliste n'empêche pas pour autant d'aimer les cryptos. Notez que la problématique de l'électricité ne touche pas que les cryptos mais tout le système bancaire en général, car bonne chance pour aller retirer des billets au distributeur sans sortir la pelleteuse. Dans notre société, tout est dessiné et construit pour fonctionner au travers des moyens de communication numérique dont nous sommes totalement dépendants. Sans électricité, ces moyens tombent instantanément. Vous allez me dire, bien joué Sherlock, mais mon fils est au courant, tu ne m'apprends rien. Cela peut sembler abstrait, mais pourtant nos sociétés tiennent debout avec bien peu de choses et le confort acquis par l'absence de guerre en Europe depuis 75 ans a totalement fait perdre toute autonomie à nos peuples et plus globalement à toutes les civilisations modernes. Les sociétés sont devenues peu à peu résilientes, comptant sur la protection des États pour déléguer tous les aspects de leur vie bien au-delà des pouvoirs régaliens qui forment les fondamentaux de chaque pays. Par exemple, l'eau du robinet est contaminée temporairement par une bactérie. La réponse standard est d'aller au point de distribution de bouteilles d'eau organisées pour aider la population à traverser cette phase difficile. Si rien n'est organisé, c'est tout de suite un drame que le magasin du coin comblera en augmentant ses ventes de bouteilles d'eau. Seul le porte-monnaie sera impacté, mais combien d'entre vous ont les compétences de rendre une eau potable en construisant un filtre naturel? Sans tomber de trop dans le survivalisme, que se passerait-il si une coupure de courant touchait un continent ou la planète tout entière? Vous trouvez cela absurde? Accrochez-vous bien car alors un événement très simple peut générer cet incident dévastateur à n'importe quel moment à cause du 4e état de la matière, c'est-à-dire le plasma. Tout le monde sait très bien que la matière peut être solide, liquide et gazeuse, mais pourtant dans l'univers 99% de la matière est dans un état plasmatique. Par exemple, en 1859, notre boule de plasma favorite qui est le Soleil a fait fondre les télégraphes lors d'une tempête solaire visuellement magnifique mais technologiquement apocalyptique. Heureusement, en 1859, on n'avait pas des smartphones en main. La technologie était très réduite, comme vous vous en doutez, mais malgré la robustesse du matériel de pointe de l'époque, tout a sauté. Il s'agit de l'événement de Carrington. Imaginez maintenant qu'il n'y aurait pas eu cette période d'obscurantisme en Europe. Du coup, il aurait été possible qu'en 1859, la société soit aussi évoluée que maintenant et cet événement de Carrington aurait pu être une véritable apocalypse technologique. Sachez que des éruptions solaires, c'est tout à fait naturel. Il y en a très régulièrement. C'est un phénomène normal du plasma avec le champ magnétique terrestre. Vous devez savoir que nos scientifiques savent que cet événement se reproduira sans aucun doute. D'après un rapport américain réalisé en 2009, un blackout géant coûterait aux États-Unis la modeste somme de 2000 milliards de dollars, avec des travaux estimés entre 4 et 10 ans pour restaurer les systèmes touchés. En 2012, par exemple, il y a eu une éjection de masse coronale 4 fois supérieure à l'événement de Carrington, mais par chance, celle-ci n'a pas croisé le chemin de la Terre.
Alors imaginez un petit peu l'impact que ça aurait pu avoir. Même si des systèmes de précision de trajectoire et d'intensité des tempêtes solaires existent, des pays comme les États-Unis sont capables de couper tout le réseau électrique avant l'impact, mais il ne s'agit que d'une procédure de réduction des dégâts, puisque pour réellement protéger les réseaux, il faudrait augmenter le coût d'investissement, sauf que l'argent va plutôt, comme vous le savez, dans la poche des actionnaires que dans la protection des moyens de communication. L'argent, toujours l'argent, et nous y revenons. Dans le cas d'une coupure d'électricité mondiale, les crypto-monnaies ne seraient plus d'aucune utilité, bien évidemment. Cela serait le dernier des problèmes puisqu'en quelques jours seulement, la civilisation dans les pays les plus développés se contracterait sur elle-même faute des moyens de survie et de subsistance. De nombreuses personnes ne peuvent pas sauter le petit déjeuner sans se sentir mal. Imaginez ce qu'il se passerait dans leur tête au bout de 3 jours sans manger. Je ne vous fais pas un dessin. Donc, les cryptos dans ce cas de figure deviennent très accessoires, ce qui ramène à une chose simple, celle que tout événement civilisationnel d'ampleur provoque des changements profonds, mais avec des constantes simples partant des besoins fondamentaux tels que la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil jusqu'au besoin d'accomplissement de soi. C'est tout un sujet que je pourrais développer pendant des heures. En cas de problème, l'or reste bien évidemment un moyen de troc indispensable puisqu'il est l'étalon linéaire des biens et de la consommation depuis très longtemps déjà. Pour une once d'or, 28,34 grammes pour ceux qui ne le savent pas, vous avez par exemple une vache, cela permet ensuite de déterminer tout un tas de valeurs puisque l'or, dans un contexte différent, reviendrait l'étalon de mesure. À cause d'un manque d'électricité, une société entière peut non seulement se retrouver paralysée, mais aussi en l'espace de quelques jours, tomber littéralement dans le chaos car le médecin, le policier, le pompier, personne n'ira faire son devoir pour la gloire sans vision d'un potentiel retour à la normale rapidement et les forces armées protégeront bien sûr en priorité les lieux de pouvoir pour assurer une continuité de l'État et de ses besoins vitaux plutôt que de sa population, je ne vous apprends rien. Si un retour à la normale devrait prendre plusieurs années tel qu'évoqué avec une éruption solaire, c'est tout l'écosystème blockchain qui aurait été mis à terre et cette aventure s'arrêterait là. Même si des sauvegardes avaient su résister au chaos, l'intérêt de tout le monde serait simplement de retrouver une vie stable et paisible, loin des affres, de la guerre et de la survie. Maintenant, résumons l'impact d'une coupure de courant. 1. Plus d'internet. Fini de passer une journée à poster vos selfies. Fini de raconter votre vie sur Facebook. Vous ne pouvez plus accéder à vos contacts en un seul clic. Du coup, il va falloir vous déplacer pour parler à vos proches. Toutes les sociétés sont sans communication. Les banques sont dans le chaos. Les achats en ligne sont terminés. 2. Plus de magasins. Vous imaginez bien qu'il ne faudra même pas une journée pour que les magasins soient complètement vides puisque les stocks sont en flux tendu. Comment est-ce que vous allez faire pour manger? Est-ce que vous allez chasser comme vos ancêtres avec un arc à flèche? Du coup, vous allez faire vous-même le sale boulot du boucher? Est-ce que vous avez un potager? Est-ce que vous savez cuisiner ou est-ce que vous allez chercher vos tartines en forme de triangle à la pompe à essence pour votre collation? Est-ce que vous allez pouvoir protéger vos vivres? 3. Plus d'eau potable. Les châteaux d'eau ne sont plus alimentés comme avant avec de l'eau. Ils sont alimentés avec des pompes électriques pour que vous puissiez obtenir de l'eau juste en ouvrant le robinet. Vous êtes bien conscient qu'à chaque fois que vous tirez la chasse à la maison, c'est 10 litres d'eau potable qui part dans les égouts, sachant qu'il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Est-ce que vous savez purifier de l'eau sans utiliser des produits chimiques? Il y a des foyers qui consomment des centaines de litres d'eau par jour. Comment est-ce que vous allez faire avec 0 litre? Alors, je récapitule. Plus d'internet, plus de magasins et plus d'eau potable. Si on enlève juste l'un des trois, c'est le chaos. Mais dans le cas d'une coupure générale du courant, ce n'est pas l'un des trois, mais ces 3 conforts que vous n'aurez plus juste en appuyant sur le bouton off. Tout ça pour vous dire, est-ce que vous vous rendez compte à quel point nous sommes vulnérables en dépendant totalement du confort que nous avons aujourd'hui? En conclusion, l'idée n'est pas d'avoir peur ou de partir dans du survivalisme radical, mais plutôt de prendre du recul et de se rendre compte que notre société est fragile. Il y a des personnes qui misent tout dans la préparation d'un tel chaos et critiquent toutes les personnes qui investissent par exemple dans la technologie comme le Bitcoin, etc.
Personnellement, je ne choisis pas un camp pour défendre un secteur, je suis juste objectif. Je pense que tout est possible et qu'il faut se préparer à toute éventualité. Imaginons que le réseau est bien maintenu, et je pense que nous le souhaitons tous. On n'a pas envie de se retrouver avec des pannes de courant qui durent plusieurs journées où c'est le chaos. Alors, la technologie continue de décoller pendant des décennies. Les personnes qui nous critiquent parce que nous avons investi dans la technologie vont attendre des décennies pour que ça arrive. Et pendant ce temps-là, la techno n'aura fait qu'évoluer. Dans le cas contraire, investir tout dans la technologie en pensant que tout va toujours bien se passer, ce n'est pas un bon choix non plus. Car même si on n'a pas envie que ça arrive, un blackout peut arriver. Et il est vital pour vous et vos proches d'être capables de faire un bond de 200 ans en arrière, sachant que si vous vous préparez à cela, la majorité des personnes de votre quartier ne le seront pas. Et ils vont du coup, par tous les moyens, essayer de vous dérober tout ce que vous avez préparé. C'est la triste réalité dans ce cas. Aujourd'hui, tout va bien, tout le monde est gentil, mais dans le cas d'un chaos, les vrais visages vont apparaître, croyez-moi. Pour conclure, vous avez beau avoir les meilleurs arguments pour envisager ceci ou cela, la vérité est que nous vivons dans un monde où tout est possible. Aujourd'hui, nous dépendons totalement du confort de la technologie, contrairement à nos ancêtres. J'ai choisi d'investir dans la technologie car je suis convaincu qu'elle a encore de belles années devant elle, mais je suis conscient qu'un reset peut arriver à tout moment. C'est peut-être pour demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans ou peut-être même dans des centaines d'années, mais le risque est bien là. Il n'y a pas de date, ça peut arriver n'importe quand. Ne comptez pas sur moi pour tout miser dans des boîtes de conserve ou pour tout miser dans une thématique. Et il est impératif de diversifier ses placements, d'être complètement autonome dans un maximum de choses intellectuelles et manuelles. Tout ça pour vous dire que si vous misez tout dans un secteur et que dans 20 ans vous êtes en train de faire la fête parce que vous avez eu raison, la vérité est que vous aurez eu de la chance car personne n'est en mesure de prédire ce qu'il va se passer demain. Mais tout le monde est capable de faire un minimum d'efforts pour comprendre réellement dans quel monde nous vivons et acquérir les compétences nécessaires dans un maximum de thématiques. Merci pour votre attention, j'ai voulu rester dans un format raisonnable, je pouvais aller beaucoup plus loin dans certaines thématiques, c'est un sujet très vaste. Je vous invite du coup à vous prononcer en commentaire afin d'échanger vos idées sur ce sujet qui me passionne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un magnifique petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications. À très bientôt et soyez conscients de la société dans laquelle nous vivons actuellement.